La parole est à Pierre-Yves Le Borgne pour le groupe SRC. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, il nous revient ce matin de débattre de la proposition de résolution portée par Pierre Lellouche au nom du groupe UMP, invitant le gouvernement à renégocier les conditions de saisine et les compétences de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est un sujet majeur par l'intensité politique de l'objectif poursuivi par les signataires de la proposition. Majeur, ce sujet l'est aussi dès lors que l'on s'attaque, malheureusement ici, dans le mauvais sens du terme, à l'œuvre jurisprudentielle de la Cour, construite sur plus de 60 années, brassant tant et tant de questions emblématiques des libertés conquises par les Européens à l'issue de guerres tragiques ou de décennies de dictature. La Cour européenne des droits de l'homme est le cœur vivant de la démocratie, ce lieu citoyen, solennel et noble, qui parle aux femmes et aux hommes de notre continent, amoureux de la paix et de sa construction par le droit. La paix, comme l'Europe, sont des édifices fragiles et toujours inachevés. Rien ne peut, ni ne doit, être entrepris qui les ébranle. Or, de quoi est-il question dans votre proposition de résolution, Monsieur Lellouche? D'une charge inédite, d'une attaque en règle, fort peu nuancée, contre la jurisprudence récente et parfois aussi ancienne de la Cour européenne des droits de l'homme. Vous écrivez à la page 10 de votre proposition, vous opposez à ce que, je vous cite, « certains juges s'arrogent la possibilité d'octroyer des droits en bafouant des dispositions démocratiques établies et en détournant les principes du droit en faveur du terrorisme contre l'impératif de sécurité nationale des États. » Vous rendez-vous compte de la portée de cette phrase? Elle fait procès à la Cour et à ses juges de faire le choix des terroristes contre le droit. Je trouve une telle expression aussi hallucinante que consternante. Hallucinante parce que la lecture objective de la jurisprudence y apporte le plus absolu des démentis. Consternante parce que la Cour ne devrait jamais être sujet de démagogie. Je n'ai pas envie d'engager le débat sur ce terrain, Monsieur Lellouche. Je n'en ai d'abord pas le goût à titre personnel et je juge la question soulevée bien trop cruciale pour ne pas céder à mon tour à la facilité des phrases tonitruantes ou péremptoires. La Cour européenne des droits de l'homme vaut bien mieux que cela. Cet hémicycle aussi, d'ailleurs. Je vous répondrai donc sur le fond, vous parlant d'une institution que je connais comme d'autres, d'une jurisprudence que j'ai étudiée comme d'autres. La Cour existe depuis 1949. Sa mission est de garantir le respect par les États membres du Conseil de l'Europe, aujourd'hui au nombre de 47, de leur engagement au regard de la Convention européenne des droits de l'homme. Les juges à la Cour, ces femmes et ces hommes à qui vous faites ici procès de tant de turpitude, sont proposés par les gouvernements et élus par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, ce qui garantit leur légitimité, Monsieur Lellouche. Le système de la Convention européenne des droits de l'homme est un mécanisme subsidiaire, comme l'a rappelé Jean-Yves Le Bouillonnec. Cela signifie que c'est le juge national qui assure en premier lieu le respect de la Convention. Dans notre pays, la Convention est appliquée par toutes les juridictions. En assurant le respect des droits qu'elle consacre, les États membres jouissent d'une marge d'appréciation reconnue par la Cour. Et c'est en vertu de cette doctrine que la Cour a estimé l'an passé, dans l'arrêt SAS, que la France n'avait violé aucune disposition de la Convention en légiférant contre le port du voile intégral dans l'espace public. Puis-je aussi rappeler quelques exemples marquants d'évolution de progrès de l'état de droit dans notre pays consécutifs à des arrêts de la Cour. Je pense notamment à l'encadrement par la loi des écoutes téléphoniques suite à l'arrêt Cruzlin, à la possibilité de poursuivre et de punir l'esclavage domestique grâce à l'arrêt Siliadin, à la consécration des mêmes droits successoraux pour tous les enfants,
quelle que soit leur filiation, issue de l'arrêt Mazurek. Cela fait du bien de se dire qu'il existe à Strasbourg cette cour pétrie d'humanisme, creuset des traditions juridiques européennes, et dont les arrêts portent sur des sujets aussi concrets et sont revêtus de l'autorité de la chose jugée. Cela fait du bien également de savoir que depuis le 1er novembre 1998 et l'entrée en vigueur du protocole numéro 11, le droit de recours individuel y est permis. Droit de recours que notre résolution, ici, votre proposition, entend limiter, sans mentionner bien sûr qu'un tel projet ne relève pas d'un amendement à la marge, mais d'une remise à plat de l'ensemble des dispositions sur les recours. Sans doute est-ce d'ailleurs pour mieux condamner le recours individuel que vous fantasmez sur une prochaine asphyxie de la Cour, citant des chiffres fantaisistes pour accréditer l'idée de flot ininterrompu de recours individuel, chiffres que dément la réalité. Parce qu'il n'y a pas 150 000 arrêts, monsieur Lelouch, il y en a 65 000 aujourd'hui. 65 000 grâce à la mise en œuvre de la section de filtrage et de la formation en juge unique. J'en viens maintenant aux commentaires caricaturaux et à charge sur les arrêts cités dans votre exposé des motifs. En commençant par la gestation pour autrui, la Cour a consacré le droit de tous les enfants à leur filiation en vertu des dispositions internationales sur les droits de l'enfant. Elle n'a pas cherché à contourner l'interdiction de la GPA en France. Sur les syndicats dans l'armée, la Cour a jugé que les militaires doivent pouvoir bénéficier du droit d'association. Elle a laissé à la France une large marge d'appréciation concernant les restrictions à apporter à l'exercice de cette liberté. Sur la fraude fiscale et la criminalité financière, sur le principe non bis idem, la Cour a sanctionné la possibilité d'être condamné 2 fois pour les mêmes faits par 2 autorités différentes, comme d'ailleurs le Conseil constitutionnel, le 18 mars dernier, l'a fait sur le cumul de sanctions en matière financière. Elle n'a aucunement remis en cause la sévérité des sanctions à infliger aux délinquants financiers et fiscaux. Sur la piraterie, la Cour a rappelé que la garantie de présentation à un juge dans les premières heures suivant une arrestation est un droit inaliénable, quels que soient les faits reprochés aux personnes concernées. Enfin, sur le terrorisme, depuis l'arrêt Sering en 1989, il y a 26 ans, ça n'est pas il y a 1 an ou 2 ans, la Cour s'est opposée à ce qu'une personne, quels que soient ses agissements, soit soumise à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Elle ne s'est pas opposée à l'expulsion des terroristes dès lors que les garanties étaient apportées par l'État de renvoi que de tels traitements ne seraient pas appliqués. Mes chers collègues, appeler les États membres du Conseil de l'Europe, comme le fait la proposition de résolution, à réviser la composition et les compétences de la Cour européenne des droits de l'homme, ainsi qu'à limiter les recours individuels, revient, puisque ces révisions n'interviennent qu'à l'unanimité, à dénoncer la Convention et de ce fait à annoncer le retrait de la France du Conseil de l'Europe. Car comment peut-on proposer pareille perspective au regard de l'œuvre du Conseil de l'Europe au service de l'État de droit sur notre continent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale? Veut-on sacrifier Strasbourg, siège du Conseil de l'Europe et donc de la Cour européenne des droits de l'homme? Que disent les députés alsaciens de l'UMP, en particulier ceux d'entre eux qui ont signé cette proposition, sans doute sans avoir pris le temps d'en mesurer toutes les conséquences? Et comment interpréter l'absence parmi les signataires de tout membre UMP de la délégation française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, si ce n'est pas par l'embarras, voire le désaccord envers votre initiative, monsieur Lelouch? La démagogie est mauvaise conseillère, l'irresponsabilité aussi. Si la composition de la Cour européenne des droits de l'homme et si la qualité des juges qui y siègent est à ce point insupportable à l'UMP, pourquoi aucun de ces députés et sénateurs, membres comme moi de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, ne siège comme titulaire ou même comme suppléant au sein de la commission de sélection des juges à la Cour? J'y suis le seul parlementaire français, le seul notamment, à veiller à ce que les candidats juges puissent s'exprimer et travailler dans notre langue, le français. J'ai siégé lundi et mardi, cette semaine, pour la présélection des candidats de 6 États membres. Où était l'UMP, monsieur Guasguen, ces 2 jours-là? Pas moins de 15 juges sur 47
seront renouvelés en 2015. Ne faut-il pas travailler plutôt que discourir, pontifier et s'égarer dans des polémiques consternantes? Oui, la Cour européenne des droits de l'homme doit s'améliorer sur de nombreux points, sur la qualité des juges, sur la communication, sur de possibles introductions d'avocats généraux et bien sûr sur son budget. Encore faut-il, pour parvenir à ces améliorations, s'engager auprès d'elle et s'engager pour elle, en se gardant de tout procès d'intention, de toute accusation éculée de gouvernement des juges. Laissez-moi conclure avec les propos très fondés d'un ministre français des Affaires européennes devant l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe en 2009. Il disait ceci, ce ministre, et je vais le citer. « Je suis ici devant vous pour rendre hommage au rôle joué par la Convention européenne des droits de l'homme, avec son champ d'application inégalé, son mécanisme de contrôle tout à fait original, qui institue un ordre juridique commun aux États membres, au travers du droit de saisine individuel reconnu à tous les justiciables des États membres, ainsi qu'au travail normatif accompli dans le sillage de la Convention. Je me suis rendu voici 3 semaines, il continue, à la Cour européenne des droits de l'homme, et je voudrais saluer ici non pas seulement le professionnalisme juridique des sages de cette institution, c'est-à-dire ces juges que vous critiquez, mais également la vision philosophique de construction de la paix par le droit du président Jean-Paul Costa, à l'époque président français de la Cour européenne des droits de l'homme. Ce ministre des Affaires européennes dont les paroles résonnent, sans doute toujours dans l'hémicycle du Palais de l'Europe, c'était vous, monsieur Lellouche. Et c'est parce que je me reconnais dans ce que vous disiez le 1er octobre 2009 que j'appelle notre Assemblée à rejeter la résolution que vous nous proposez ce 2 avril 2015 à Paris. Merci.